Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Arnaud Mazon, je suis le directeur général de Galilée. Et on est ensemble ce matin pour une nouvelle session donc, de nos interactions en ligne, pendant laquelle on va aborder précisément le sujet du Digital Asset Management, en particulier avec la solution Vedia, mais aujourd'hui avec une vision innovante, puisqu'on va aborder le DAM sous l'angle de ce que l'intelligence artificielle, et en particulier générative, a vocation à mener dans le registre de la création des contenus, considérant que à l'heure de la multicanalité, de la nécessité de voir comment l'IA générative va apporter de nouvelles perspectives dans ce domaine. Alors aujourd'hui, je serai accompagné de Laura Truyol, qui est responsable communication événementielle à Galilée. Bonjour Laura. Bonjour, bonjour à tous. Et donc Laura, qui aujourd'hui va nous apporter ta vision métier, puisque pour le coup, créer du contenu et s'employer à devoir, dans ce domaine, être en permanence en situation de faire quelque chose de nouveau, eh bien, tu nous apporteras ton éclairage sur le sujet. Et donc, avec nous également Olivier Grenet, qui est le directeur technique de Vedia. Salut Olivier. Salut Arnaud, salut Laura, ouais. Je suis très content d'être là et en plus, je pense que j'ai une chouette démo à vous présenter pour vous montrer vraiment en réel à quoi ça ressemble l'IA générative pour les dames. Et alors, j'aime particulièrement dans ce type de session le fait de montrer. Et là, c'est d'autant intéressant que, évidemment, puisque tout ça va être nourri de visuels, ça va être d'autant probant et intéressant. Alors, côté organisation de notre webinaire, donc, vous avez la faculté de pouvoir poser vos questions sur le chat et donc nos modérateurs, en l'occurrence, pourront nous remonter ces questions. Et considérant le sujet, je ne doute pas que vous aurez des approches particulières à nous soumettre. Et puis, deuxième considération, il y aura aussi des sondages pendant le webinaire. Donc, vous verrez les questions apparaître. Et voilà, répondez-y, ça nous permettra de pouvoir également alimenter la discussion. Alors, le sommaire que vous voyez, on va commencer par quelques éléments cadres autour de l'intelligence artificielle et de la façon dont c'est aujourd'hui un sujet particulièrement prisé. Laura nous éclairera, donc, comme je l'évoquais, sur la manière d'appréhender l'IA dans la logique de la création des contenus. Et puis, Olivier nous montrera concrètement la façon dont l'intégration est en train d'être expérimentée au sein du DAM pour nourrir la solution qui a vocation à gérer vos données graphiques de création originale et nouvelle. Alors, rapidement, donc, à l'échelle de Galilée, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, on est intégrateur, en particulier de solutions autour de la gestion de la donnée, telles que du MDM, du PIM, du DAM, toutes ces solutions qui ont vocation à vous permettre, entreprises communicantes, de pouvoir gérer les données que vous allez ensuite utiliser dans la diversité de vos canaux, que ce soit de l'e-commerce, du packaging, etc. Et notre domaine de prédilection va de la conception à l'exploitation, c'est-à-dire à l'hébergement et à la mise en œuvre de vos solutions. Et ça, dans le cadre qui aujourd'hui est à l'œuvre depuis 30 ans, et donc depuis tout ce temps-là, a développé son expertise dans le domaine de la gestion des contenus marketing, évidemment, le tout au service de votre performance commerciale. Pour compléter, Galilée fait partie du groupe Vedia, qui aujourd'hui fédère à peu près 160 collaborateurs pour un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros. Très bien. Alors, on attaque directement sur ce que j'évoquais en termes de tendance concernant l'IA, avec ces premiers chiffres assez représentatifs du fait de leur importance, évidemment, pour signifier que l'IA est un sujet aujourd'hui qui est largement dans le quotidien d'une manière générale de l'entreprise. Avec donc que ça soit sur la logique d'investissement ou sur la perception de ce que l'IA a vocation à mener en entreprise, le fait que c'est dans l'esprit de tout le monde de nouveaux registres tout à fait déterminants,
même si ce que l'on voit sur le petit encadré sur le bas, la réalité des applications pratiques reste encore assez faible. On verra tout à l'heure dans la démo et dans les explications d'Olivier pourquoi justement les promesses de l'IA peuvent tarder ou peuvent nécessiter du temps pour être mises en œuvre, puisque en tant que concept d'intelligence artificielle, ce qu'il faut surtout appréhender, c'est le concept de machine learning, c'est-à-dire pour que ce qu'on appelle une intelligence artificielle produise des résultats, il faut l'avoir entraînée. Et pour entraîner une IA, on le sait, il faut beaucoup d'occurrences, de sorte que à partir de là, on soit en mesure de demander à la machine de fournir des résultats ou de produire quelque chose sur la base de ce qu'elle aura appris, entre guillemets. Et donc, c'est cette relation avec les cas pratiques et le coût que représente le fait de savoir entraîner et savoir nourrir une IA, que réside évidemment un des enjeux sur la façon de rendre ce type de technologie utile. Alors, à ce titre, Olivier, est-ce que justement tu peux nous faire un petit résumé de ce que, à aujourd'hui, tu as pu déjà expérimenter, surtout implémenter en tant qu'utilisation de l'IA dans le DAM-VEDIA? On le verra tout à l'heure, je trouve que c'est assez intéressant, c'est que l'IA, elle est utile à la fois pour classer les choses, elle est capable de lire les images et de les ranger au bon endroit automatiquement. Et lorsqu'on a beaucoup d'images, c'est un gain de temps hyper appréciable et surtout, c'est une sorte d'automatisme qu'on a vraiment envie d'avoir. Et puis, c'est assez récent, là, c'est de pouvoir créer des images. Comme tu le disais, en effet, ces deux systèmes, savoir lire des images, savoir les créer, elles sont issues de technologies comme ChatGPT. Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de jouer avec ChatGPT récemment, mais ils sont des technologies en fait qui permettent à partir d'énormément d'informations récupérées sur Internet, de proposer de faire émerger de la connaissance avec une façon de faire. Donc, ChatGPT, par exemple, est très fort pour vous répondre à vous, même si c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, il est très fort pour vous donner des réponses. Il a été entraîné pour donner des réponses. Et donc, on verra après dans l'IA générative des images qu'on a des systèmes qui sont très forts pour fabriquer des images. Alors après, ce qui va nous intéresser, justement, et c'est ce qu'on verra après, c'est est-ce que ces images, elles sont utilisables et est-ce qu'elles répondent bien à nos besoins? Donc, c'est ça. Donc, en effet, tout ça, c'est très prometteur. Oui, alors donc tu l'évoquais, ChatGPT est une première application que, pour ceux qui sont passés à travers, rallumez votre transistor parce qu'on nous en a quand même largement rebattu les oreilles. Et c'est vrai que c'est assez bluffant la manière dont on va, sur ce type de solution, générer du contenu et du contenu qui est d'une qualité extrêmement bonne d'une manière générale, pour encore une fois un contenu généré de façon totalement automatisée. Alors là, on parle du contenu texte dans le cas de ChatGPT, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le fait de générer de nouveaux contenus, mais là, images, ce qui est encore un enjeu un peu différent. Alors, à ce titre, justement, on évoquait, Laura, ton expérience, puisque en tant que responsable communication, est-ce que tu peux nous éclairer sur, justement, d'un point de vue métier, ce en quoi l'IA générative est une promesse particulièrement intéressante dans la production des contenus? Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment une promesse intéressante pour nos métiers aujourd'hui, tout simplement parce que l'IA va nous permettre de créer du contenu qui n'existe pas encore. C'est un contenu qui va pouvoir être utilisé dans plusieurs cas, notamment pour briefer les équipes créatives, pour créer des mood boards, par exemple, qui peuvent inspirer des campagnes, pour produire efficacement des images pour les réseaux sociaux, mais aussi pour d'autres canaux, que ce soit du site e-commerce, du site web plus classique. Et il faut savoir, alors on va retracer un petit peu l'histoire, mais il faut savoir qu'on est passé par plusieurs ères, et notamment celle des mass médication de masse, qui aujourd'hui font partie de notre quotidien, et à tel point qu'on n'y pense même plus, tellement ils font partie de notre quotidien et de notre société. Donc on parle de la radio, de la télévision, du cinéma, de la presse et autres. Et surtout, depuis une douzaine d'années, on a observé une multiplication des outils marketing et des canaux digitaux.
On est passé depuis 2011, vous le voyez ici, de 150 à près de 8000 en 2020, donc beaucoup plus peuvent être aussi submergés par cette quantité d'outils et de canaux et ne pas savoir par où commencer ou ne pas savoir quels outils utiliser pour toucher leur cible. Et donc, on est arrivé à une période où on a tous mis en place une stratégie de content marketing, donc c'est-à-dire de production de contenu exponentiel, sauf qu'il va devenir difficile de sortir du lot. Et il va falloir trouver des façons de fonctionner qui va nous permettre de sortir du lot, de se démarquer et de toujours continuer à produire en quantité et en qualité des visuels qui touchent notre audience. Et à côté de ça, ce qui accompagne cette transformation digitale, c'est que le comportement du consommateur, lui, a évolué. Son parcours d'achat n'est plus le même. Il fait face à une diversité d'informations auxquelles il peut désormais accéder. Donc, il va avoir plus d'attentes. Il va regarder vos concurrents, il va comparer les prix et puis il va traquer aussi les avis en ligne. Donc, tout ça, pour nous, dans nos métiers, ça nous oblige aussi à nous adapter et à répondre aux besoins du consommateur. Et il y a une tendance qui a émergé récemment. Excusez-moi, je t'interromps une toute petite seconde pour vous inciter à répondre au sondage. Vous avez des questions qui vous sont posées, donc n'hésitez pas. Voilà, excuse-moi de t'avoir interrompu, Laura. Tout à fait. Pas de souci. Donc, j'allais enchaîner sur la tendance de l'UGC, donc de User Generated Content, que vous avez probablement déjà vu. Autrement dit, le contenu généré par les utilisateurs. Ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus depuis 2010, mais beaucoup plus depuis 5-6 ans avec la notion d'influence, notamment, qui a vu le jour. La manière la plus connue du GC, c'est les avis en ligne, tout simplement. Mais désormais, on a beaucoup plus donc les photos, les vidéos qui vont servir à la publicité d'une marque. Là, on parle de contenu généré par l'utilisateur pour la marque. C'est plus la marque qui crée son contenu, mais elle fait confiance au consommateur qui va partager sur les réseaux, par exemple, un unboxing, donc c'est-à-dire l'ouverture d'un colis en ligne, tester un produit directement en vidéo ou d'autres types de production qui sont aujourd'hui très, très utilisés, notamment par les générations les plus jeunes. Et si on fait un petit point sur les problématiques métiers aujourd'hui des marketeurs et des communicants, en tout cas de par mon expérience et de ce que je fais au quotidien, on va avoir des problématiques qui tournent beaucoup autour de la création des contenus. Donc, on a besoin de créer du contenu en quantité et en qualité pour se démarquer. On va avoir besoin de produire des contenus différents en fonction des canaux utilisés. Tout le monde utilise des canaux différents. Nous, on est beaucoup sur LinkedIn, par exemple. On utilise la newsletter et du site web. Donc, on va multiplier les livrables parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes contenus en fonction des différents canaux. Et puis, on va avoir besoin de faire de l'A/B testing aussi. Donc ça va être de produire plusieurs visuels pour une seule et même campagne. Donc, on va multiplier en fonction du nombre de campagnes. Ça peut aller jusqu'à 5-6 visuels pour une seule campagne. Et puis, dernier point, ça va être de mettre à disposition donc, des équipes en interne tous ces contenus et ces visuels pour qu'ils puissent en disposer, s'en servir, et puis surtout en respectant la charte graphique, qui est un point important pour un bon nombre d'entre nous en tant que communicants. Et ça, c'est des problématiques que nous, on rencontre et également qu'on retrouve beaucoup chez un bon nombre de nos clients qui doivent produire toujours de plus en plus de contenu et avec une multiplication des canaux assez impressionnante. Donc, avec ce besoin de production toujours plus riche, ce qui va ressortir et ce qui va émerger comme besoin métier, ça va être de pouvoir centraliser toutes ces données graphiques et de pouvoir ensuite les diffuser. Et c'est là qu'intervient le DAM, là que le DAM prend vraiment tout son sens et devient pertinent, parce qu'on va avoir besoin de stocker ces images, de pouvoir les enrichir et de pouvoir aussi les diffuser. Et donc, Olivier va nous parler du DAM et va nous montrer la fonctionnalité d'IA associée au DAM. Et pour nous, en tant que communicants et marketeurs, là, l'IA nous amène vraiment dans une nouvelle dimension de création d'images parce qu'on va pouvoir, ça va nous permettre de visualiser, par exemple, un produit dans différents environnements, dans différents scénarios et pouvoir
identifier quel type de campagne on souhaite privilégier. On va pouvoir le communiquer aux équipes créatives, aux studios, etc. et décider ensemble de ce qu'on va produire comme campagne et avec quel environnement. Voilà, donc c'est un petit peu l'expérience en tout cas qu'on en a aujourd'hui et je vais laisser Arnaud nous parler un petit peu du DAM pour vous en dire plus là-dessus. Merci Laura. Donc le DAM, je pense qu'on va plutôt qu'en parler, le voir, ça sera d'autant intéressant. Mais sur le principe, hein, pour que ça soit le plus partagé. Donc le DAM, c'est le Digital Asset Management, l'acception française et la gestion du patrimoine numérique. Pour l'anecdote, c'est une terminologie héritée de la banque, hein, avec les assets, et qui constitue bien, à l'image de ce que Laura nous expliquait, eh ben, aujourd'hui, un des patrimoines de l'entreprise, puisque c'est sur la base de ces données qu'elle va donc apparaître sur un maximum des canaux sur lesquels elle doit apparaître, avec donc un certain nombre aujourd'hui d'enjeux qui vont largement transcender le fait de rassembler et d'indexer des documents, parce que ce qu'on va demander aux dames aujourd'hui, c'est aussi et surtout de les rendre utiles, de les diffuser. Alors, là encore, plutôt que des mots, je le disais, une bonne démo. Donc, Olivier, je te passe la main pour que tu puisses nous éclairer sur le sujet. Ouais, merci Arnaud. Alors, en effet, juste pour me présenter, donc moi je suis du côté plutôt de la technologie, puisque je suis donc quelqu'un qui travaille chez Vedia en tant que directeur technique. Alors, si on passe à la slide suivante, on va pouvoir voir justement que notre métier, il est donc sur les imagettes de gauche, de ranger, de stocker toutes les visuels de la marque. Alors là, j'ai pris l'exemple de notre client Decathlon. Donc, on a d'un côté le site web de Decathlon, qui est nourri et qui est alimenté par nos images, et donc à gauche, la solution Vedia qui permet de tout trier, classer, et permet aux gens qui s'appellent les image leaders de Decathlon de retrouver les images. Et ce qui est intéressant, c'est que si on passe à la slide suivante, on va voir que la question qu'on va se poser, c'est qu'à l'heure actuelle, on est vraiment dans une logique de stockage. Si on prend l'exemple de la chaussure Mizuno qu'on voit là, la question qu'on voudrait répondre avec l'IA, c'est est-ce qu'on peut passer de ce qu'on appelle le packshot, c'est-à-dire vraiment l'image isolée sur fond blanc qu'on va retrouver sur tous les sites e-commerce, à quelque chose qui va être contextuel. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est la saison du running qui recommence, les vacances sont passées, les gens vont mettre leurs chaussures pour aller faire de la course, plutôt urbaine, on va dire, parce que c'est mon public. Et moi, j'ai besoin, en tant que responsable social, d'aller poster cette image sur les réseaux sociaux. Mais voilà, j'ai pas cette image. Est-ce que l'IA, elle peut me générer cette image? Donc ça, c'est la première question qu'on va se poser. Alors, je vais commencer par tout d'abord remettre un peu de perspective historique. Parce que, est-ce que l'IA et les images, ça fonctionne? Alors, je crois que c'est assez intéressant de voir que l'IA, ça a été un des premiers domaines, l'image a été un des premiers domaines d'application de l'IA. L'IA, c'est tout de suite très bien appliqué à gérer les images. Alors, les gérer, ça veut dire souvent les décrire. C'est-à-dire qu'on part d'une image, un ensemble de pixels, et on va le décrire avec un langage humain. Alors, le langage humain, l'avantage, et on va voir tout au long de la présentation, c'est qu'il est hyper puissant pour véhiculer des concepts. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on recherche, puisque dans Google, on recherche, ou dans nos outils, on recherche avec des mots et du langage humain. Donc, l'un des challenges qu'on a, nous, techniciens, c'est de transformer des images, des visuels, en quelque chose qui est descriptible par un être humain. Je recherche une image de plage, je recherche une image avec des gens, je recherche une image avec des enfants, des bébés, je recherche une image avec telle et telle personne dedans. Il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est la façon manuelle, c'est-à-dire que chaque image va rentrer et va être décrite par des humains, qu'on appelle documentalistes, et qui vont ranger ça proprement. Voilà. Pour information, chez Decathlon, ils gèrent 11 millions d'images. Donc ça fait beaucoup de visuels à labelliser pour pouvoir les retrouver un jour. En fait, sur 11 millions d'images, si vous ne mettez pas des bonnes informations, on ne les retrouvera jamais. Combien de... J'ai pas bien compris. Tu disais combien de millions d'images? On a 11 millions d'images chez Decathlon à gérer. Donc c'est pour ça que là, si on peut avoir l'aide d'un petit cerveau électronique qui va les labelliser et les ranger correctement, on est super content.
Et d'ailleurs, on va le voir également, on va pouvoir attacher des mots-clés. Donc ici, là, ce qu'on voit sur l'écran, ce sont des mots-clés d'ordre général. C'est-à-dire qu'on a appris des IA à de décrire avec des mots, j'ai envie de dire, du dictionnaire, du langage courant, les images. Est-ce que c'est un animal? Est-ce qu'il y a une plage? Est-ce qu'il y a des oiseaux? Et ça, c'est intéressant, mais ce qu'on veut faire, c'est aller plus loin. Et par exemple, pour notre constructeur, nos clients Michelin, lui dire qu'il y a des pneus dans les images, ça a peu de valeur parce qu'il est un peu au courant qu'il n'y a que des pneus dans les images. Ce qu'il veut, c'est savoir repérer exactement le modèle de pneu qui est monté sur les voitures de rallye raid pour lesquelles, en fait, il fait il va monter des pneus pour les rallye raid et il veut vraiment retrouver toutes les voitures qui ont le pneu donné dans quelle course pour pouvoir les remettre sur les réseaux sociaux. Donc on voit qu'on passe d'un langage de la vie quotidienne, j'ai envie de dire, à un langage très métier, celui de Michelin, avec des versions. Et ça s'appelle, ce que tu disais Arnaud au début, l'apprentissage. C'est le moment où on transforme l'IA, on va dire, de quelque chose d'assez générique et d'assez général à quelque chose de particulier. Et ça nécessite un effort. Alors pour l'instant, je suis parti dans un sens, en effet, c'est-à-dire de prendre une image et de lui faire décrire des mots, enfin la décrire en mots, et là, l'IA générative, c'est tout à fait l'inverse. Je prends des mots et je lui fais créer des images. Et en effet, il y a eu un point d'inflexion. Et si on regarde, si on se remet dans une perspective historique et qu'on prend des mots, alors les mots qui vont décrire l'image dans notre langage à nous s'appellent des prompts ou comme une question en fait. Et là, la question qui est posée à l'IA, c'est génère-moi une image d'un chat noir dans une ville faite de pelote de laine, le rêve de tout chat. Et là, on voit les différentes générations d'IA qui créent des images qui se sont générées. Donc, Crayon, c'est la plus ancienne, c'est la première à avoir été créée. Et les dernières, c'est DALL-E, et Stable Diffusion et Midjourney, les trois qu'on voit sur la droite. Et on voit qu'on est passé de quelque chose d'assez conceptuel à quelque chose de presque artistique. Et d'ailleurs, chacune de ces IA a sa propre tendance et sa façon de faire. Mais on voit qu'on arrive à des résultats assez convaincants. Et donc, il y a eu un moment où il s'est passé quelque chose. Et ce moment, moi, je crois qu'on peut le dater d'un concours d'art qui a eu lieu dans le Colorado et qu'on va voir là sur la slide suivante, où euh, la première place a été gagnée non pas par un peintre, mais par un technicien, qui a appris à une IA, il s'appelle Jason Allen, il a appris à une IA à dessiner dans le thème du concours artistique une scène un peu de science-fiction, et sans le dire évidemment aux juges, qui ont nommé la création à la première place. Donc c'est le moment où finalement l'intelligence artificielle a réussi à créer quelque chose d'assez convaincant pour bluffer des professionnels qui sont laissés prendre. Forcément, après, ça a été beaucoup décrié, ça pose énormément de questions. Mais on va dire qu'à partir de ce moment-là, on crée des visuels suffisamment convaincants. Et si on regarde sur des exemples concrets, nous, en 2019, lorsqu'on demandait à une IA de générer des images de plage, donc les VDA, voilà ce qu'on obtenait. Alors, c'est assez amusant parce que c'est généré par ce qu'on appelle un GAN. Le principe du GAN, c'est deux IA qui se racontent des choses en ping-pong. En fait, il y en a une qui pense savoir générer des images de plage. Donc, elle génère des milliers d'images de plage. Et elle est confrontée à une deuxième IA qui, elle, sait très bien ce que sont des images de plage. Elle ne sait pas les générer, mais elle sait dire si c'en est une ou pas. Et donc, il y en a une qui n'arrête pas de produire des images. Genre, je pense une image de plage, je pense une image de plage. Et l'autre qui dit non, ça, c'en est pas une, ça, c'en est pas une. Ah, ça, c'en est probablement une. Et quand la puissance de calcul est vraiment très forte pour créer des images, à la fin, on finissait par avoir quelques résultats que je vous montre. Alors, ça fait un peu Turner, hein, si on regarde de loin, mais en effet, on n'est pas très convaincant. Mais quelques années après, donc 3 ans après, en 2022, voilà ce qu'on génère. Et là, on est proche d'une fidélité qui est beaucoup plus photographique. Ça manque un peu de personnalité, mais pour reprendre un exemple que tu disais, Laura, si jamais moi je dois faire face à la multiplication de mes canaux et j'ai besoin en fait d'une image pour illustrer quelque chose sur un réseau social, je pourrais très bien mettre du texte en tant qu'agence de voyage par-dessus et dire voilà, est-ce que vous n'avez pas envie de vous évader c'est l'hiver, est-ce que les vacances ou les cocotiers, ça vous irait? Et hop, on génère des images immédiatement. Ça, c'est en 2022. Et cette année, en 2023, la chose qui change, je trouve, c'est qu'on donne de la personnalité aux images. Et là, on peut vraiment les teinter avec la personnalité de marque. Imaginons que moi, je suis dans quelque chose de vraiment un peu féerique, presque un peu surnaturel. Je peux demander à l'IA les mêmes images de plage, mais cette fois-ci avec une personnalité.
Et alors, qu'est-ce un peu qu'est-ce qui fondamentalement a changé entre 2019 et 2023? C'est quoi? C'est de la technique? C'est le fait que de plus en plus d'IA soient entraînées? C'est quoi les Ouais, marqueurs alors il y a essentiels? plusieurs choses, tu as raison. Alors, les marqueurs, c'est que déjà, les images, elles sont entraînées. Alors, comment est-ce qu'on entraîne l'IA sur les images? Alors, c'est assez intéressant. Hmm. Les IA ont été entraînées à partir des images qu'on trouve sur Internet. Donc, il y a des moissonneurs d'images qui passent sur tous les sites web et qui permettent de récupérer les images donc de plages, par exemple, parce que souvent, dans les sites web, on décrit avec une balise qui s'appelle alt, la teneur de l'image en texte. D'accord. Et donc, ils ont récupéré des milliards et des milliards d'images. Donc, les premières versions étaient un peu naïves, en fait. Elles ont pris toutes les images, et après, petit à petit, on a fait ce qu'on appelle de la curation, c'est-à-dire qu'on a viré toutes les images pourries, ou des images qui n'étaient pas de plage, pour les entraîner. Alors ça s'est fait beaucoup avec des humains. ChatGPT, par exemple, qui s'occupe que du texte, mais dont on parlait tout à l'heure, il est notoire qu'en fait, il a été entraîné grâce à des dizaines, des centaines de petites mains humaines au Kenya qui ont rectifié, on va dire, ce que produisait au début ChatGPT, qui n'était pas tout à fait exactement ce qu'on attendait, pour le recadrer avec les attentes et lui donner presque une personnalité. Ce qui pose d'ailleurs des problématiques, on pourra en reparler après, mais l'humain, finalement, donc il y a une technologie, puis après, l'humain va la retravailler pour lui donner une tonalité. Voilà. Alors après, si on poursuit, en effet, l'IA générative, quel est son... Moi, j'ai trois domaines sur lesquels je trouve qu'on peut les appliquer au marketing. D'abord, c'est remixer pour créer. Dans le domaine de l'architecture, par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que l'IA, elle a aucune limite pour mixer des concepts entre eux. Si je lui dis, voilà, crée-moi des façades basées sur des logiques presque de champignons, de spores, d'éléments très végétaux, en fait, elle va pas se poser la question, peut-être un architecte se poserait des questions de faisabilité immédiatement, mais là, on est dans la créativité pure, où là, elle va mélanger les concepts de façades qu'elle connaît bien. Elle a vu des milliards de façades, et elle a vu également des milliards d'images de nature. On a tout de suite des éléments nouveaux qui sont en train d'être générés comme ça. Et donc, c'est une sorte de mix de à peu près tous les concepts. Or, la créativité, c'est souvent mixer des choses qui n'ont pas quelque chose à voir ensemble. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant. On peut le voir sur d'autres exemples. Par exemple, dans celui-là, où on va avoir une maison qui est générée entièrement par l'IA. L'éclairage est assez convaincant, la tonalité est convaincante, et voilà, on est sur quelque chose encore d'assez végétal. On va dire, c'est ce qu'aurait pu donner l'Art Nouveau 100 ans après. On avait continué dans cette veine-là. En tout cas, c'est très inspirationnel, avec des façades, là aussi. Alors forcément, ça donne des choses très organiques. Si on lui demande de faire des choses très organiques, on peut lui demander aussi l'architecture très brutaliste. Ça marche aussi dans le domaine de la mode. La mode, c'est pareil, c'est hyper documenté. L'IA a vu des milliers, des millions et des millions d'images de lunettes. Donc moi, si je suis concepteur de lunettes, je peux faire qu'on appelle en anglais de l'idéation, c'est-à-dire la génération d'idées. Je vais demander voilà, de mélanger des choses qu'elle a vues. Ce qu'un humain ferait avec sa propre culture, son propre vécu pour générer ça. Mais là, elle s'appuie sur un corpus qui est pas, presque infini. Il y a aussi Nike, par exemple, s'est amusé à faire croiser finalement des concepts de basket avec des concepts de mariage. Ce serait quoi des baskets qu'on pourrait porter à un mariage? Bon, après, on peut être convaincu ou pas de l'aspect graphique des choses, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est cette première idée que l'IA, elle est là pour donner des idées, pour générer des idées, Ouais. sortir du cadre. Là, c'est assez intéressant ce que l'on présente à l'écran. Ce sont des mélanges de concepts et des mélanges et là on y reviendra après, des mélanges de styles. Donc on part de quelque chose de Nespresso, donc qui fait avec un design plutôt industriel chez Nespresso pour faire des machines à café. Et puis on l'a croisé avec tout le style graphique de Patagonia. Patagonia qui fait des vêtements outdoor. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce que ça donnerait une cafetière Nespresso designée par Patagonia? Alors en fait, il y a des codes un petit peu qu'on va retrouver. Donc chez Nespresso, on est plutôt sur du design industriel. Chez Patagonia, on est plutôt sur des choses très épurées, nature. Et voilà ce que l'IA sort. En fait, elle mélange, elle mixe and match des choses.
Alors vous allez dire, c'est magique, c'est incroyable, c'est comme ChatGPT. Il faut voir que pour générer ces 4 images, en fait, on va en jeter peut-être 300, 500, 600. En fait, l'IA va générer énormément. C'est un peu le principe que j'écrivais tout au début de l'IA avec les deux IA qui se parlaient. L'IA génère, ça ne lui pose pas de problème de générer, elle n'a pas peur des jugements de valeur. Elle va se tromper beaucoup, elle va faire des machines à café avec impossible à utiliser sans percolateur, etc. Parce qu'elle ne sait pas du tout ce que c'est qu'un percolateur. Elle n'a pas du tout compris c'était le concept de machine à café. Par contre, elle en a vu énormément. Et donc là, on a choisi les 4 meilleurs. Donc, il ne faut pas se laisser piéger non plus, je pense, par toutes ces belles images. En anglais, ils ont un mot pour ça, ils appellent ça le cherry picking. Donc vraiment, on cueille les cerises. On va dans le verger et on prend la meilleure récolte des images. Et c'est d'ailleurs comme ça que sont faites toutes les démos IA. Petit aparté, c'est le problème qu'a eu Google lorsqu'ils ont démontré leur concurrent de ChatGPT en live et qui s'est trompé sur la question qui lui était posée sur le grand télescope spatial. C'est parce que normalement, quand on fait des démos d'IA, on ne laisse pas l'IA toute seule répondre à ça. On fait hyper attention à ce qu'elle va faire. Parce qu'elle peut vraiment sortir n'importe quoi. Et c'est le rôle de l'humain d'écrémer tout ça. Euh, alors, donc ça, c'est vraiment l'idéation. Et après, il y a, moi, ce que j'appelle créer de la matière. Alors, ça a un mot particulier, ça s'appelle l'out painting. Et je vais vous présenter un exemple qui va être très, très frappant. On connaît tous le chef-d'œuvre de Vermeer, La jeune fille à la perle. C'est un visage isolé sur un fond sombre. Mais en Vermeer, par contre, il fait partie d'une école des peintres flamands, hollandais, pardon, qui est très connue et donc qui est très documenté. Et l'IA a vu énormément de ces tableaux. Là, je vais lui demander de compléter ce qu'il y a autour du tableau, d'imaginer où vit la jeune fille à la perle. Et donc, on va voir qu'elle va créer un environnement en fait, basé sur plusieurs choses. Elle sait ce que c'est qu'un environnement de maison. Elle a des notions d'échelle. Elle sait que, par exemple, un vase, c'est à peu près cette taille-là par rapport à une tête de personne. Elle peut se tromper, hein, mais elle a des notions de perspective. En fait, elle ne sait pas vraiment ce que c'est que la perspective, mais elle a vu tellement d'éléments de perspective qu'elle est capable de le recréer. Et donc ça s'appelle en anglais l'outpainting. Je crée la matière autour de quelque chose qui est donné. Et ça, c'est très intéressant parce que nous, on a des produits, nous, marketeurs, des visuels produits. Et quand je reprends mon exemple de basket, je veux souvent faire les inscrire dans un contexte. Ça, en effet, c'est convaincant. On a la bonne tonalité. Là encore, elle a vu absolument tous les tableaux des contemporains de Vermeer et tous les tableaux de Vermeer également. Donc, elle va réussir à retrouver cette teinte particulière et cette lumière. Vraiment, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais voilà, je trouve que ça illustre bien l'outpainting. Là, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure sur la manière, à partir d'un packshot, de pouvoir générer des déclinaisons de ce produit en situation X ou Y, là, c'est quand même assez génial pour le coup. Ouais, ouais. Là encore, hein, c'est un gros travail. Elle ne génère pas comme ça toute la photo qu'on a vue, hein. Elle le génère par petits morceaux, c'est contrôlé par des humains, etc. Faut pas non plus se laisser piéger par le côté hyper bluffant des démonstrations. Il y a encore il y a beaucoup d'interventions de l'humain et je pense que c'est justement quelque chose il va y avoir une nouvelle génération de gens qui vont parler avec des IA, en fait, finalement, travailler avec des IA. Je suis persuadé. Troisième façon de travailler sur lequel qui va nous intéresser, nous, marketeurs, c'est la copie de style. En anglais, ça s'appelle du style transfer. Alors, je vais reprendre mon exemple de la jeune fille à la perle, et on va voir que je lui ai fait apprendre le style suffisamment bien pour générer l'outre dans le style de Vermeer. Ça sert strictement à rien, mais c'est marrant. Parce qu'elle sait très bien ce que c'est qu'une loutre, et elle sait très bien quelles sont les caractéristiques du style de Vermeer. Donc, on va retrouver la loutre à la perle. Alors ça, pour l'instant, ça ne sert qu'en effet si on se projette dans des contextes de marque. Là, j'ai un autre exemple qui est peut-être plus concret. J'ai pendant très longtemps, en fait, Louis Vuitton travaillait avec un style photographique très particulier, presque sévère en termes de teintes, avec des teintes très sombres et très, très neutres. Et donc, on a appris à une IA à créer des visuels en style de Louis Vuitton. Et donc, on génère en fait ce genre d'images. Les personnages, les modèles, en fait, sont des modèles complètement inventés par l'IA. Les vêtements aussi qu'elle porte également. Mais voilà, c'est un shooting photo dans le style de Louis Vuitton il y a quelques années.
Ah, là, il n'y a aucune base de départ. Il n'y a aucune base de départ. Les Ouais. mannequins sont eux-mêmes générés par l'IA, etc. Tout est... Tout est généré par l'IA. Ouais. D'accord. Tout est contrôlé par l'IA. Et c'est assez intéressant et ça pose une énorme question, qui est la question du plagiat, que je ne vais pas répondre aujourd'hui, parce que là, on est vraiment clairement dans ce cas-là, c'est-à-dire que le photographe qui avait créé ce style-là, si jamais il y avait un autre photographe qui avait fait ces photos, il aurait déjà pu le traiter de plagiat et l'attaquer en plagiat. Je pense qu'il serait tout à fait fondé à attaquer l'IA en plagiat également ici aussi. Donc là, on est sur quelque chose d'assez évident. Bon, c'est juste que c'est pas un autre photographe qui a fait le plagiat, mais c'est une IA. Euh, mais on va retrouver en permanence, en filigrane, dans toutes nos créations, le questionnement de jusqu'où on peut aller dans la copie de style. Uh-huh. Je pense Et pas que ça soit des considé- questions nouvelles, hein, mais il y voilà, a, il y a il aussi faut la se les poser. question de ce avec quoi on a entraîné l'IA, qui potentiellement relève aussi d'une logique de copyright à la base. Exactement. Ouais, si on a un petit peu de temps à la fin, on pourra répondre sur comment fonctionne réellement la création des images à l'IA, Ouais, très de bien. l'IA, qu'on appelle de la diffusion. Et on verra qu'en effet, ce qu'on voit à la fin, sans trop divulgacher, c'est des milliers de petits morceaux d'images qui sont recollés les uns derrière les autres par une IA qui fait une sorte de collage géant. D'accord. Alors après, donc voilà. Alors maintenant, on va arriver sur le concret. On a vu les techniques et on va revenir sur mon premier exemple avec ma chaussure Mizuno. Et est-ce que ça marche, le déclin des product shots? Là, je suis parti, donc là, c'est un exemple concret. Je suis parti de la photo que j'ai récupérée du site Decathlon. Sur le côté gauche, sur fond blanc, c'est la Mizuno originale. Et je lui ai fait faire des déclinaisons. Alors là, avec le langage humain, je lui ai dit, projette-moi, enfin, pose-moi cette image sur un sol réfléchissant avec un fond flouté. Pose-la moi sur un rocher dans la forêt avec de la mousse. Pose-la moi dans un chemin légèrement enneigé. Et pose-la moi dans un contexte urbain. Tout l'objectif, en fait, c'est de protéger le design du produit et de le dénaturer au minimum et de créer de la matière autour. Alors, la création de matière, le contrat est rempli. Et je pense l'exemple le plus frappant, c'est quand on voit la réflexion de la basket sur la première image Hmm. qui est presque centrale. On a vraiment la création de matière. On voit également qu'il y a la créée des ombrages à certains moments. Et on voit également qu'elle a fait légèrement pivoter la chaussure à certains moments, la basket. Donc, le côté positif, c'est que je pense que je pourrais utiliser ces images comme images d'illustration. Le côté légèrement négatif, c'est que si vous avez l'œil très aiguisé, vous allez voir qu'elle a légèrement déformé à plusieurs reprises la basket. On n'est pas tout à fait dans le produit, ça se voit sur le talon, essentiellement. Et donc, tout le challenge, en fait, c'est de protéger le produit pour vraiment qu'il ne soit pas dénaturé. En fait, l'IA a vu tellement de baskets qu'elle est tout à fait capable de se dire, voilà, a priori, si je bouge légèrement l'image vers la droite ou vers la gauche, enfin, la basket en perspective, bah, il faudrait que je complète avec ça. On le voit lorsque on crée de l'intérieur de la basket, à l'endroit où on rentre son pied, on voit que de temps en temps, elle a recréé en fait l'arrière qu'on ne voit pas dans l'image de base. Euh, Encore faut-il que ça soit exact. Alors moi, pour le coup, j'ai pas de basket sous la main pour voir si c'est exact, mais elle a plutôt bien fait son boulot. Est-ce que ça serait exactement ça? Moi, en tant que responsable produit, je veux être parfaitement à 100% sur l'image de base. Donc, tout notre challenge, à nous, qui travaillons avec cette technologie, c'est de valider, de vérifier qu'on ne dénature pas le produit et qu'on s'attache bien à faire le produit. Et plus le produit aura été vu par l'IA, plus elle saura mieux le faire, mieux elle saura le faire, et mieux elle saura le protéger. Là, en l'occurrence, elle a vu énormément de baskets. Si on a un produit qui est complètement on va dire, original, quelque chose qui est très peu vu, il pourrait y avoir des problèmes parce que là, elle aura du mal à se rendre compte de ce que c'est que ce produit finalement. Et alors, pour qu'on ait des idées, c'est quoi une quantité d'images requise pour que, dans un cas comme cette basket-là, l'IA génère des résultats aussi probants que possible? Alors, c'est difficile de répondre parce que si tu veux, là, elle sait pas tellement ce que c'est que la basket Mizuno, elle sait avant tout ce que c'est qu'une basket. Ouais. Elle a tout à fait repéré qu'on était en train de faire dessiner une basket. Prends l'exemple d'un autre produit chez Decathlon. Si on prenait par exemple un rameur d'appartement, il y a beaucoup moins de photos
dans ce qu'on appelle le corpus d'apprentissage de rameur d'appartement que de basket. Là, elle va avoir des difficultés à projeter le rameur d'appartement. Elle en a vu beaucoup moins, elle peut faire des erreurs. Elle peut confondre des rameurs d'appartement avec d'autres objets qui pourraient ressembler à des rameurs d'appartement. Et des fois, du coup, c'est pour ça qu'on a des aberrations. Donc, tous les produits qui sont, on va dire, un peu, dont le concept même est peu connu, va leur poser des problèmes. Mais là, tu vois, je suis sur vraiment ce que je présentais au début, c'est de l'outpainting. C'est le principe de la jeune fille à la perle où je complémente autour. Si on va dans la slide suivante, je vais faire un autre exercice. C'est là, je vais entraîner une IA à créer des product shots. Donc le principe, la différence, c'est la suivante. C'est que dans le cas de la basket, je n'ai pas... je lui ai montré que cette unique image et je lui ai dit complète-la moi. Elle a à peu près vu que c'était une basket, donc elle a pu de temps en temps la faire pivoter. Là, pour notre client Renault Trucks, on a pris un exemple. Je lui ai envoyé une cinquantaine d'images d'un modèle qui, de mémoire, s'appelle le TI, un modèle de tracteur là qu'on voit. C'est l'original. Une très belle photo qu'on a, qui sont faites par des graphes et des graphistes chez Renault Trucks, pour le jour de Renault Trucks. Et donc là, j'ai vraiment voulu lui apprendre à redessiner dans plein de situations, à comprendre ce que c'était que ce camion-là. Et je lui ai demandé de dire, voilà, maintenant tu me reprojettes ce camion-là dans une route de campagne avec à l'automne, dans des environnements un peu futuristes avec des néons, presque néo-Tokyo, et dans un environnement apocalyptique, pour aller vraiment pour pousser le curseur. Et là, vraiment, ce que je souhaitais, c'est que contrairement à la basket, il y ait une totale liberté d'interprétation d'angle de vue et de positionnement du camion. Donc là, on est vraiment dans ce que tu décris, c'est de l'apprentissage. Je vais montrer beaucoup d'images, alors beaucoup, moins de 100, d'images de ce camion-là, Moins de 100, tu dis? sous tous ses angles. Ouais, 50 exactement là. Ah oui, donc c'est pas non plus des quantités Non, c'est pas phénoménales. astronomique. Mais là encore, l'IA sait très bien ce que c'est qu'un camion, hein. Elle a vu beaucoup Certes. de camions. Donc Certes. elle va se dire, alors là, c'est assez mitigé comme résultat. Vu de loin, ça a l'air bien. Si tu regardes de près, par exemple, l'emblème sur la calandre, il est toujours déformé. Ce qui fait qu'en fait, c'est relativement complexe à utiliser parce que un camion Renault sans l'emblème Renault, c'est un peu dommage. En revanche, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que ça serait des super idées pour briefer l'agence. Compliqué de véhiculer, moi en tant que marketeur, genre, me détrompera pas, moi j'ai une idée dans la tête de visuel et je le véhicule, j'aimerais la véhiculer à mon agence, donc ce qu'on appelle un brief. Là, l'avantage, c'est que je peux presque matérialiser un peu l'ambiance, la lumière, le positionnement du camion vers l'agence pour qu'eux, ils travaillent dans cet axe-là. Ou qu'ils le challenge. Ils me disent non, ça va être super moche, ça ne va rien de faire ça, quoi. Voilà. Non, c'est clair que là, Laura l'évoquait tout à l'heure dans les usages, mais c'est effectivement le plus beau brief qu'on puisse imaginer, là, pour le coup. C'est la fin des briefs pourris, Laura. Alors, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Et je vais vous montrer un cas où ça n'a vraiment pas marché. J'ai appris à l'IA, j'ai voulu apprendre à l'IA, encore nos clients qui s'appellent Amen, et donc eux, ils font des crèmes, et je me suis dit, ça serait hyper sympa d'avoir ce type de shoot où on a le produit qui est tenu à la main par un mannequin, et après, il y a l'application de la crème sur le visage du mannequin. Donc là, je vais vous montrer plein de photos avec à la fois le produit, à la fois le mannequin, et à la fois l'application de crème. Si on passe à la slide suivante, voilà ce qu'on génère. Et encore, j'ai pris les moins pires. Problème d'échelle. Bon, l'application de la crème est, on va dire, un peu fantaisiste au mieux. En fait, elle n'arrive pas à comprendre ce que c'est de l'application crème. Et là, il y a plusieurs problèmes qui sont posés. Le premier problème, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le problème de calandre du camion, c'est le respect du produit. L'IA, elle a vu des tonnes de tubes orange. Et donc, pour elle, le fait qu'il y ait un bandeau blanc en haut ou pas, c'est pas si grave que ça. Ça, c'est un premier sujet. Il faut protéger entre guillemets, le produit pour qu'il soit dessiné de façon correcte. Deuxième challenge, c'est que qu'est-ce que c'est que s'appliquer de la crème? C'est pas si simple que ça finalement. Il y a pas un concept qu'elle a beaucoup appris. Alors, je vous rappelle que l'image, elle a appris sur des milliards d'images qu'elle a récupérées sur les sites web. C'est assez rare que la description de l'image dans la balise alt de l'image, ça soit quelqu'un avec de la crème sur le visage. Donc du coup, elle a eu du mal à relier les concepts entre elles. Donc on voit, je pense qu'elle a même repris
du maquillage indien comme étant de la crème. On voit qu'elle a essayé de faire des expositions. Donc ça, c'est un deuxième sujet, c'est que le concept lui-même est trop abstrait, je pense, pour elle. Et troisième problème qu'on relève, c'est le problème de la représentation des êtres humains. Alors, vous avez tous vu ces images où les gens ont 25 doigts. Donc ça, on a corrigé le problème, c'est bon, on a géré le sujet. On a appris à des IA d'ailleurs, c'est un peu toujours le problème, enfin, même principe qu'il y a des IA qui parlent à d'autres IA, c'est qu'on a appris à des IA à repérer les images où il y avait trop de doigts et où le personnage avait 3 yeux et à les dégager immédiatement sans même les présenter à des humains. Mais quand même, on voit que si on regarde de près, l'échelle des doigts est pas la bonne, la position de la main est quand même complètement bizarre. Là encore, la représentation de l'être humain avec beaucoup de précision, elle est en cours d'avancement, mais on n'est pas tout à fait à 100%. Donc c'est intéressant de voir ce qui marche et des fois des trucs qui ne marchent pas comme ça. Alors, j'avais un dernier sujet à aborder avant de vous montrer la démo. On a vu ChatGPT, on a vu qu'on pouvait discuter avec une IA. Et donc là, l'idée qu'on a essayé de creuser, c'est qu'on pourrait parler avec une IA pour lui faire des images dans une logique de discussion, ce qu'on appelle un process créatif. Donc, par exemple, est-ce que je pourrais reprendre ma Mizuno là et lui dire, tiens, tu vas me la dessiner, mais transforme-la en or. Voilà. Là, j'ai besoin d'illustrer ça. Donc là, ça fonctionne. Là encore, je vous rappelle que il n'y a pas de meilleur vecteur pour transmettre des idées que le langage humain. Et là, on est vraiment sur ce même langage. Le deuxième exemple que j'ai pris un skieur encore du site de Decathlon, je lui ai dit, voilà, remplace la neige par une vague. L'IA, là encore, c'est ce que c'est qu'un skieur, elle sait ce que c'est que de la neige, et elle sait ce que c'est qu'une vague. Donc elle va mélanger les images et elle va aussi interpréter mon texte. Remplacer, c'est pas la même chose que redessiner, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'on peut avoir des résultats. On peut avoir ce résultat, j'en ai généré peut-être une trentaine, une quarantaine, mais bon, au final, c'est pas tant que ça pour avoir une image qui, là encore, pourrait servir de brief. Je voulais faire quelque chose d'un peu étonnant en mélangeant deux sports. Et ce qui est intéressant, c'est le respect des proportions aussi. C'est-à-dire que Ouais. on aurait, alors, j'imagine qu'après, il y a une diversité de résultats qui ont été produits, mais le respect des proportions est intéressant. Ouais. Alors, si vous voulez bien, on va passer à une petite démonstration donc, du logiciel Vedia, du DAM Vedia. Et on va commencer par montrer finalement la première approche que je vous décrivais. C'est-à-dire que l'IA est très forte pour décrire des images. Donc par exemple ici, je recherche des images de montagne et on voit tout en bas une petite ligne qui apparaît. Et en fait, c'est l'IA qui a déterminé qu'il y avait des arbres souvent dans les images associées aux montagnes. Donc elle me propose en fait de raffiner ma recherche. Donc ça, c'est un vrai bénéfice de l'IA. Non pas générative, mais descriptive. C'était vraiment tout au début de mon propos. Ou alors, elle va chercher les gens avec les images avec des visages. Donc, ça, c'est une recherche typique de quelqu'un qui veut communiquer. Et on peut même des images avec une certaine classe d'âge. Donc là, sur des photos de voyage avec des enfants. Voilà. Donc là, on est sur le premier, on va dire l'ancêtre de la l'IA générative, c'est l'IA descriptive. Maintenant, moi, je vais me placer dans la peau de quelqu'un qui a besoin de trouver un communicant qui fait des cartes de cocktail pour un hôtel, et j'ai besoin de trouver des images de cocktail. Ça, c'est ce que j'ai vraiment en stock, des images de cocktail. J'ai raffiné ma recherche, j'ai des images de cocktail Morito. C'est des vraies photos qui ont été produites par des agences, mais il n'y a pas ce que je veux. Il n'y a pas exactement ce que je veux. Du coup, ici, ce qu'on a rajouté, nous, c'est la capacité de demander à l'IA de générer des images basées sur ma requête. Ma requête, c'est de trouver des images d'un cocktail Morito. Et donc voilà, elle me génère des nouvelles images de cocktail Morito qui sont assez convaincantes. Voilà, donc je vais pouvoir me dire, ah, tiens, c'est pas mal. Plutôt que le shooting photo qui a été réalisé et que j'avais en stock, je vais pouvoir trouver des images de cocktail Morito. Alors, l'interaction, un peu la logique de chat, je vais pouvoir améliorer ma requête. Maintenant, moi, je voudrais des choses sur un cocktail Morito, sur une plage, avec un fond flouté, un peu comme tu as, Arnaud, quand on voyait tout à l'heure avec un fond flouté. Là, pour le coup, je n'ai aucune image que les photographes ont réalisée auparavant. Donc l'IA me propose des choses et on voit, voilà, j'ai une image avec mon Morito sur la plage avec un fond flouté.
Alors, tout n'est pas bon, hein, d'ailleurs, c'est pour ça ce que je vous disais, tout n'est pas à retenir, mais j'ai quand même des images qui sont intéressantes. Et je vais continuer comme ça. Je vais me dire, je voudrais que maintenant, ça soit au soleil couchant. Donc, on voit qu'on rentre dans une logique pas de discussion, mais de précision de ce qu'on appelle le prompt, hein, la phrase qui génère tout ça. Et des fois, l'avantage aussi de l'IA, c'est qu'on n'est pas limité par le nombre d'images qu'on génère. Là, je les génère par lot, mais je peux demander des lots supplémentaires. Ah non, ça ne me convient toujours pas. Allez, je redemande un lot supplémentaire. Le coût marginal de générer une image, il est quasiment nul. Ouais, pas tout à fait nul, mais c'est des machines graphiques qui passent derrière. Mais voilà, ah, ça me plaît mieux. J'ai bien mon image de plage. J'ai toutes les caractéristiques qui sont contraintes. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais montrer, c'est que le DAM stocke des images, mais permet également de discuter avec une IA pour lui faire générer d'autres images. On va parler de transfert de style, et j'ai pris des exemples très très précis. Donc là, je vais demander de générer des images qui auraient été peintes par Cézanne. Je ne sais pas dans quel cadre je pourrais utiliser ça, mais on voit que là encore, il a mélangé le concept du Morito et de Cézanne. Je vais demander des images avec une femme qui boit un cocktail peint par Picasso. Là encore, il a vu beaucoup de Picasso et il a identifié le style par Picasso. Il faudrait certainement travailler plus, mais je vous l'ai assez vite dans mes présentations. Là, je suis sur Modigliani, une femme qui boit un cocktail, un mojito peint par Modigliani. Donc tout ça c'est plus pour montrer le côté transfert de style. Et à la fin, je voulais terminer sur l'importance de la précision de ce qu'on demande. Voici un joli chat, 3 mots, a nice cat. Et voici un très long prompt à la manière de Pixar, avec des grands yeux, etc. Et vous voyez tout de suite, j'ai des images très différentes. Ce que je voulais dire par là, c'est que ça va devenir intéressant de savoir discuter avec l'IA. Et qu'il y a même, on parlait d'une nouvelle génération de marketeurs et d'emplois. Il va falloir être capable de parler avec l'IA, de comprendre comment lui demander des images. On voit qu'entre le chat de base que j'ai eu immédiatement et un côté plus cartoon, il a fallu que je mette beaucoup, beaucoup plus de mots au fil de l'eau pour en créer. Donc, en fait, c'est dans la manière d'interroger l'IA qu'on doit loger la créativité qui, derrière, va lui permettre de nous donner des résultats aussi proches que possible de ceux que l'on recherchait finalement. Exactement. Alors, pour conclure, moi, j'avais plusieurs choses à mon avis, sur lesquelles il faut conclure. Si on passe à la slide suivante. Alors, et encore la suivante, on va. Quand est-ce que ça arrive? Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, vous avez un QR code. Je vous invite à prendre votre téléphone ou à taper https://velia.ai pour aller faire vos expérimentations vous-même. Vous aurez à peu près la même interface que ce que je viens de vous démontrer. Vous allez pouvoir jouer avec. Pendant que vous faites ça, moi j'ai 3 sujets sur lesquels je vous invite à réfléchir. Déjà, que l'IA générative, c'est à tester dès maintenant. C'est ce que vous allez faire avec velia.ai. Posez-lui générer des images et faites-vous une opinion. Il faut le tester. Il faut que vous vous appropriez ce nouveau domaine et c'est facile à tester, c'est plutôt ludique et vous allez avoir des résultats et vous pourrez vous faire une opinion de jusqu'où ça peut aller et à quel point ça peut vous être utile. Je pense que l'IA générative est déjà prête pour briefer et créer des moodboards. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la fin du brief pourri. Je vais pouvoir véhiculer mes idées de façon visuelle sans être quelqu'un qui a des talents visuels, de création visuelle, auprès justement de créatifs. Et je pense qu'on va faciliter la communication entre les créatifs et les gens qui ont besoin de créer des créatifs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif. Et pour toutes les personnes qui font du e-commerce, Laura disait, on va passer d'une logique de faire un visuel pour tout le monde à un visuel de plus en plus personnalisé. Donc, posez-vous la question d'ores et déjà de comment vous allez l'intégrer dans le parcours. À quel moment vous allez peut-être générer des images qui vont pouvoir résonner avec vos personas, des gens vous avez sur le site, qui vont sur le site, pour leur proposer des images qui répondent à leurs enjeux. Si vous savez que les personnes sont des runners plutôt trailers, proposez-leur des images de la chaussure Mizuno dans les bois, en situation justement de la pratique de leur sport. Si vous savez par la data que vous avez récupérée que ce sont plutôt des runners urbains de par leur localisation ou leur pratique, proposez-leur des images où la chaussure est présentée dans un environnement urbain, c'est certain que vous allez avoir une mise au panier supérieure. Voilà.
Je laisse peut-être conclure Arnaud cette Euh, vision. Oui, conclure difficilement mieux que tester, parce que c'est vrai que ça a ce côté assez ludique et de ce point de vue-là, très intéressant pour s'exercer. Et ensuite, pour tout ce qui concerne les interrogations que vous puissiez avoir sur la manière de mettre en œuvre ce type de solution, je vous renvoie aux documents là, que vous avez à l'écran et que vous trouvez sur notre site et qui vous permettent de vous inspirer sur la façon d'organiser vos projets, vos futurs projets d'intégration sur les domaines évoqués ici. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions, parce qu'il y a un certain nombre de questions, par ailleurs intéressantes, qui sont posées par euh, ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Euh, alors, il y en avait une première que je voyais, une des premières qui a été posée, c'est concernant l'exemple Décathlon. La question était de savoir si c'était le DAM qui alimentait le site Décathlon. Ouais. Alors, c'est pas du génératif, hein, c'est vraiment le Damedia stocke les 11 millions d'images de Decathlon. Donc, les images qui s'affichent sur le site Decathlon proviennent directement du DAM. On ne les duplique pas dans le logiciel e-commerce. Ce qui a beaucoup de vertus. L'avantage, c'est que forcément, on évite un double stockage. Et puis surtout, si jamais il y a besoin de changer une image, on va plutôt le faire dans l'endroit central du DAM. Et donc, on va pouvoir comme ça aller immédiatement percuter sur le site web. Et puis, le dernier avantage, c'est que les gens qui gèrent l'imagerie chez Decathlon s'appellent les image leaders. Et donc, comme ça, ils peuvent consulter les stats de consultation sur le site web directement dans leur outil de gestion d'images. Et ils peuvent déterminer par pays ou par segment ou par type de produits, quelles sont les images qui sont les plus vues, et donc orienter la production d'images. Quand on produit autant d'images, il faut savoir quelles sont les bonnes images à créer. Et je crois même me souvenir que tu avais expliqué que par ce biais-là, ils affinaient leur réflexion sur quel était le nombre optimal d'images dans le parcours d'achat. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, on surproduit beaucoup d'images. Ça en a fait, d'ailleurs, si on veut aller sur Terre-là, c'est un problème écologique, hein. C'est qu'on stocke beaucoup trop d'images par rapport à des produits, on a tendance à surshooter. Donc, l'avantage d'alimenter un DAM directement, un site e-commerce à partir du DAM, c'est que du coup, on a les informations sur les images qui ne sont quasiment jamais vues. Ouais, bien sûr. Alors, il y a pas mal de questions sur la relation entre la nature des images produites et les droits d'auteur. Ouais, alors là, c'est très intéressant. Et là, justement, je m'étais dit que je ferais sur le copyright. Alors, comment ça fonctionne? En fait, la génération d'images, elle fonctionne par une logique de diffuseur. C'est-à-dire imaginez que l'image, d'abord, c'est des milliers de petits points aléatoires, noir et blanc. Lorsque je demande à créer un chat dans une ville pleine de pelotes de laine, en fait, la première image qui est générée, c'est une répartition complètement aléatoire de points noirs et blancs. Et après, par un mécanisme que je ne vais pas expliquer là, on va récupérer des milliers de petits morceaux d'images de chats et des milliers de petits morceaux d'images de pelotes de laine, et on va les composer ensemble pour que ça fasse un ensemble cohérent. Donc à un moment donné, oui, il y a des petits morceaux d'images réels, créés par des gens, photographiés par des gens, donc avec des droits d'auteur éventuellement attachés, qui composent notre image. À l'heure actuelle, on n'a pas de jurisprudence très claire sur le sujet. Ce que tout le monde pense, s'accorde à dire, c'est que on ne peut pas reconnaître l'image originale dans l'image finale. Donc, de ce point de vue-là, il semblerait que ça soit plutôt immunisé contre un transfert de copyright. Il va se poser la question, c'est plus la question du plagiat, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, quand je dessine sur le style de Picasso était encore vivant, et il pourrait tout à fait m'accuser de plagiat. Alors, le style, lui, par contre, est un sujet. Et donc, il y a des artistes qui s'élèvent contre ça, parce qu'on a appris à dessiner dans le style d'artistes vivants. Beaucoup de concept artistes travaillent pour des studios de cinéma en particulier. Et donc, il y a une autre question que je vois particulièrement là-dedans. Donc, le moteur qu'on utilise, nous, c'est Stable Diffusion. Et donc, à l'heure actuelle, il y a des logiques pour que les artistes puissent retirer l'apprentissage du moteur Stable Diffusion qu'on utilise, nous, leurs images du corpus d'apprentissage. Ce qui n'est pas super satisfaisant par ailleurs, entre parenthèses, parce que ça veut dire que l'artiste doit avoir une démarche active alors qu'on lui a quand même un peu volé son travail. Donc, la question qui devrait être plus légitime posée, c'est
est-ce que moi, artiste, je souhaite volontairement que mon travail fasse partie de ce corpus d'apprentissage? Ça serait quand même mieux de le faire dans ce sens-là. Ça va certainement évoluer très rapidement là-dessus. Alors, il y a une question qui était euh, est-ce que est-ce qu'on peut apprendre son style à l'IA? Bon, j'imagine que oui, toujours pareil, en lui soumettant évidemment des exemples. Les images qu'on aime. Ouais, on peut faire ça, c'est-à-dire un peu comme quand sur Spotify on a une playlist et puis C'est exactement le sujet. petit à petit, exactement, elle va s'équilibrer sur un style. On va pouvoir en effet trouver, donner apprendre à l'IA son style. Alors, technologiquement parlant, c'est assez intéressant, c'est que là encore, c'est des IA qui s'enchaînent les unes aux autres. Il y en a une qui sait très bien générer des images et une qui va savoir très bien quel est le style que vous aimez bien. Et donc, on les chaîne les unes derrière les autres et donc on va présenter des images que vous aimez. Ok, autre question, est-ce que... Ah pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Une autre question, c'est est-ce que ça fonctionne aussi sur de la vidéo? Ouais, c'est un peu embryonnaire pour l'instant et c'est des vidéos très courtes. Mais, alors, mais les vidéos n'étant que 24 images par seconde, on est en train de travailler là-dessus. Donc, c'est embryonnaire. Il y a des résultats qui sont assez convaincants de plus en plus. C'est peut-être le domaine où ça avance le plus vite à l'heure actuelle. Mais on reste encore sur des durées très 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 courtes. Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Je ne sais pas si Laura ou Émilie en avez d'autres qu'on n'a pas citées et que vous estimeriez intéressantes? Ou est-ce qu'on a fait le tour? J'en vois une qui est est-ce que votre outil serait profitable pour la communication pour une law firm? Pour une Une law firm. J'ai pas compris. Pour une? Oui, Alors, une entreprise dans le droit, j'imagine. Ah, ouais. d'accord. Alors oui, alors pour être honnête d'ailleurs, les clients qui sont le plus intéressés à l'heure actuelle, qui sont le plus avancés, sont souvent des clients qui ont besoin d'illustrer des concepts. Très compliqué d'utiliser des concepts. Je vais prendre un exemple, par exemple l'énergie propre. Très compliqué. Il faut vraiment avoir une créativité pour illustrer ce concept. Illustrer des baskets, c'est facile, il y a des baskets, mais illustrer un concept, c'est plus compliqué. Donc, dans tout ce qui est cabinet juridique, là, qui est la question qu'on pose, je pense que c'est un bel avenir, parce que oui, il faut illustrer le concept certainement de la persévérance, de la connaissance du droit. Enfin, il y a certainement plein de concepts que je connais pas assez bien. Et on va en effet avoir, je pense, beaucoup de bons résultats avec des images conceptuelles. C'est un peu le logique de l'architecte que je montrais tout à l'heure. On va croiser des résultats, on va avoir des résultats un peu étonnants qui vont justement sortir du cadre de la base de données d'images du Shutterstock où alors là, on a toujours les mêmes images. En fait, je sais pas, sécurité informatique, il y a un mec habillé avec une capuche devant l'ordinateur, c'est toujours la même. Là, on va pouvoir sortir un peu des sentiers battus et justement émerger en termes de communication avec des nouveaux visuels plus conceptuels. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. Ouais. Peut-on être certain que l'IA n'aille pas chercher dans une base de données privée du type Adobe Stock? Alors, certaines bases de données ont donné les droits de l'apprentissage. Alors, Adobe Stock, en l'occurrence, non, mais Shutterstock, oui. Ce qui est intéressant, c'est que parfois l'image génère, donc ça c'est autorisé, les droits ont été cédés aux entreprises qui génèrent des moteurs IA, et il y en a trois, hein. On va dire trois gros fournisseurs de moteurs d'IA. Donc normalement, ça a été fait dans un cadre légal quand ça a été fait, et sinon ça n'a pas été fait. Sauf qu'il y a des ratés. Et donc dans le moissonnage d'images sur le web qui a été réalisé, il y a parfois des images avec filigrane. Et donc l'IA parfois génère elle-même des images avec filigrane. C'est intéressant. Elle a appris qu'on pouvait mettre des filigranes sur les images, elle trouve ça cool, et elle le fait. Alors, donc, là encore, il y a plein d'images à enlever de tout ce qui est apprentissage pour vraiment bien enlever ces scories pour l'instant. Ok. Écoutez, on Je arrive. vois une question qui est intéressante. Ah, Alors, si je génère une image, elle sera privée ou publique, accessible à tout le monde. Si vous générez une image sur notre testeur, elle sera privée.
Mais si vous générez une image, en fait, les droits vous sont cédés. Ah, c'est celui qui génère l'image? C'est celui qui génère l'image qui en devient. C'est une bonne question, hein, juridique. À l'heure actuelle, les termes de licence d'essai moteur, c'est le générateur de l'image qui en devient son auteur, D'accord. et non pas l'IA elle-même. Et non pas l'IA D'ailleurs, il y a elle-même. il y a quelqu'un qui a essayé aujourd'hui de faire breveter par l'Office des brevets américains le fait que l'IA allait générer des images et en train de les tenter, et ça a été rejeté. Parce que pour qu'il y ait quelque chose de brevetable ou de protégeable par un copyright, il faut qu'il y ait une intervention humaine. C'est écrit dans les textes au moins américains et certainement européens. Ok. Voilà. Tiens, question intéressante. Est-ce que cette technologie peut être utilisée pour vérifier la véracité d'une image? Oui, alors, il y a des initiatives là-dessus, parce que finalement, le moteur qui va dans un sens, du texte vers une image, peut aussi aller dans l'autre sens, de l'image vers le texte. Donc il y a des gens qui sont en train de travailler là-dessus en prenant une image qu'on a trouvée sur Internet et se poser la question de est-ce qu'elle a été générée de façon composite? Et en fait, on trouve des empreintes quelque part de la base de données initiale dans les images générées. Donc le chemin inverse semblerait possible et on semblerait être capable de retrouver les images, de retrouver si l'image est composite ou pas, D'accord. donc générée par une IA. On n'est pas sûr encore, mais c'est en train d'avancer là-dessus. Alors, une question qui se rapporte à la suite VEDIA, c'est la fonctionnalité donc de l'IA. Fait-elle partie d'un module dans la suite VEDIA? Oui, elle fait partie du module DAM, en effet. Donc, à l'heure actuelle, on peut l'activer. Donc, il y a deux IA. Il y a l'IA descriptive, donc qui est depuis quelque temps déjà. Et l'IA générative, qu'on active suivant les souhaits des clients, qui sont nos clients et qui veulent tester ça, peut-être sur un ensemble réduit d'utilisateurs, par exemple, pour qu'ils puissent jauger un petit peu et nous faire leur retour. On est très friands des retours, forcément. Donc, on a plusieurs clients qui l'utilisent en phase de test pour essentiellement d'ailleurs des images d'ambiance. Très bien. Eh ben pour le coup, il va me rester donc à vous remercier tous les deux pour votre contribution aujourd'hui à notre webinaire. Remercier aussi l'équipe, donc Émilie notamment qui était modératrice. Vous remercier, vous qui avez assisté à ce webinaire. On espère que vous aurez appris des choses et que vous testerez intensément le Vedia.ai, puisque ça va participer aussi évidemment de ce qui va nourrir l'amélioration et l'évolution de la solution. Merci, bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tous.